et merci parce que c'est vrai que je sais que j'ai quand même un parcours assez, riche, on va dire, et que ce soit parce que sur mon site, bon, j'ai pas tout mis, j'ai changé de site, j'ai revu, enfin voilà, à différentes périodes de ma vie, et en fait, on a tendance à l'oublier, tu sais? Et ça, tu dois bien le voir aussi avec les femmes que tu accompagnes, hein, par rapport à la confiance en soi, par rapport à ça. On oublie nos réussites, on oublie nos victoires. Alors, moi, c'est vrai que je dis aussi aux personnes que j'accompagne que c'est important de célébrer les victoires, que ça, et je m'y attelle vraiment chaque jour, parce même des petites victoires, il y a pas de petites victoires. Je dis des fois, sourire à la boulangère si, tu as l'habitude de regarder tes chaussures quand tu commandes ton pain ou quand tu prends ton pain, et ben, sourire et la regarder, c'est déjà une victoire, et c'est important de mesurer tout ça. Donc vraiment, je suis émue quand tu me parles de mon parcours parce que ouais, quand même, il est phénoménal. Mmh. Et surtout, ce qui m'émeut, c'est que tu précises que tu me parles de ce fil rouge, d'une continuité que tu perçois. Parce que longtemps dans ma vie, justement, j'ai toujours été intéressée, curieuse, avec ce besoin de comprendre, d'aller, d'approfondir tel ou tel sujet. Et puis, dans mon entourage, c'était pas forcément bien perçu, pour pas dire mal perçu. Heu, j'entendais parfois que j'étais instable. Chaque fois que je faisais une formation, on me disait: «Bon, ben, c'est bon là maintenant, qu'est-ce que tu terminé là, quand est-ce que tu t'arrêtes?» Tu vois? Ou alors: «Ah mais tu vas gagner plus», tu vois? Moi c'était pas une question d'argent, c'était une question de besoin, d'épanouissement, de curiosité, d'enrichissement. Mmh. Et de vibration aussi, parce que là, je me sentais, en vie, tu vois? Quand je faisais certaines, enfin, quand je fais des choses qui me plaisent, ça Ouais. me ça me fait vibrer, et c'est ça pour moi la vie. Mais c'était très timide parce que moi j'ai entendu depuis mon enfance que j'étais trop bavarde, je posais trop de questions. D'ailleurs, sur mes carnets scolaires à l'école, on me disait c'était souvent c'était bien parce que j'étais une bonne élève, hein, quand même, pendant toute une période de ma scolarité, j'étais première, deuxième de la classe. Mais par contre, j'étais un peu bavarde ou trop bavarde, disait-il. Et tu sais, ça m'a suivie longtemps parce que quand j'ai travaillé, on y reviendra, mais au bloc opératoire, il y avait des fois des médecins qui me disaient, «Bon, mais vous voulez toujours avoir le dernier mot?» «Mais je veux pas avoir le dernier mot, je veux juste comprendre, puis expliquer le processus qui fait que j'en arrive là», tu vois? Et eux, ils le prenaient mal, hein, ils avaient leur perception, et surtout moi, ben, si on communique pas, pour moi, la relation, elle est bah, déjà le résultat aussi, hein, l'objectif à atteindre. Si tu prépares une intervention, c'est quand même bien de communiquer, c'est quand même bien de tu vois? Et c'est ça qui fait la richesse, la solidité d'une relation, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à connaître les besoins de l'un, de l'autre. Bref, donc ce trop bavarde, que j'avais intégré, hein, que j'étais trop, ou trop sensible, trop susceptible, enfin bref, j'étais trop ou pas assez, tu vois? C'était ce que j'avais ancré en moi, hein. Donc j'ai passé une grande partie de mon adolescence dans ma chambre, isolée avec mes bouquins et ma musique. En plus, Mmh. je comprenais pas grand-chose aux jeunes de mon âge. Tous les processus de séduction et tout, je trouvais ça tellement ridicule. Enfin, tu vois, j'étais un peu à l'époque, j'étais un petit peu, enfin, coincée, mais surtout parce que je me sentais pas appartenir à cet univers, à ce monde. J'avais évidemment ce sentiment de décalage, d'être sur une autre planète, et j'avais aussi, et ça c'est important que je le précise parce que pour le sujet d'aujourd'hui, j'avais une très mauvaise estime de moi. J'étais pas bien avec mon image corporelle. Enfin, tu vois, il y a tout un tas de facteurs qui ont fait que je me suis isolée. Et puis j'avais depuis très jeune, je voulais travailler avec les nouveau-nés. C'était ma passion, je voulais être puéricultrice. En France, on disait puéricultrice, et puis depuis l'école primaire, je dis: «Qu'est-ce que je dois faire?» Alors, le maître à l'école me dit, à cette époque, il me dit: «Ah, il faut faire un bac scientifique et puis après, se spécialiser».
Moi, j'étais plutôt littéraire, hein, au fil des années, j'étais plutôt, littéraire, mais bon, j'ai été parce que j'étais tellement déterminée et figure-toi que j'ai été en scientifique. Alors là, de première de la classe, je suis passée en queue de peloton. Ça a Oh! été très, très difficile pour ma confiance en moi et tout. Mais par contre, ce qui m'a porté, c'est la détermination que j'avais. Mais je peux te dire que j'ai ramé, hein. J'étais vraiment, ouais, j'étais à la Ah! j'étais dans la queue du classement, alors que j'avais passé des années où j'étais plutôt, voilà, première, deuxième de la classe. Donc c'était difficile aussi, mais en fait, ma détermination, mon intention, mon objectif a été m'a permis de surmonter ça, tu vois? Oui. Et quand j'ai eu mon bac, tout ça, je me suis formée en tant qu'infirmière et puis ils venaient nous chercher en tant qu'infirmière. Moi, je suis française d'origine. Je vis depuis 30 ans en Suisse et en tant qu'infirmière, ils venaient recruter, pour travailler en Suisse. Donc moi, je me suis dit: «Bah, je vais essayer». J'avais une collègue qui était venue travailler 3 mois et puis qui était revenue, ben, voilà, c'est une expérience. Et puis, ben, moi, je suis venue et ça fait 30 ans. Pourtant, au début, je me suis dit: «Oh non, on va pas rester là», hein, parce qu'il y avait plein de choses qui étaient bah, il faut s'adapter, enfin, il y a des choses à découvrir et surtout, ils m'ont dit parce que moi, j'arrivais, mon diplôme d'infirmière en poche, ils m'ont dit: «Ah mais non, pour être puéricultrice, ça va pas. Vous devez refaire les études d'infirmière parce qu'ici, il y a des options, hygiène maternelle et pédiatrique, bla 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 bla». Mon rêve, depuis l'âge de mes 7 ans, qui s'écroulait Oh là là! et là, j'avais 2 options, hein. Je repars chez moi Mmh. ou bah, c'est l'option 2 que j'ai choisie. Je me suis dit, toujours déterminée, je me suis dit: «Bon, je vais pas faire ça pour l'instant, mais je vais demander à travailler peut-être, à la maternité, en pédiatrie», tu vois? Histoire de me rapprocher de ce milieu qui me passionnait parce que je voulais travailler, c'était les relations parents-enfants qui me motivaient. Enfin, c'était les relations, mais à cette époque, pour moi, c'était relations parents-enfants et puis je me suis dit: «Bah, je vais demander à travailler là». Ah ben, il y avait pas de place, ils m'ont mis, dans des services pour travailler avec des personnes en fin de vie. Oh! Donc si tu veux, c'était un petit peu les extrêmes Oui. et ben, j'ai accepté, mais toujours avec cette perception en me disant que: «OK, c'est juste une étape. C'est Oui. juste une étape à passer, on verra après, je vais pas, c'est pas pour les 50 ans à venir, on verra». Est-ce Donc qu'à ce moment-là, tu dirais que c'est de la résilience? Est-ce que pour toi, c'était plus, de la curiosité ou est-ce qu'une partie de toi était nourrie par l'apprentissage d'une nouvelle expérience? alors ça, c'est super intéressant ta question parce que justement, je crois que avec le recul aussi dans tout ce que j'ai pu mettre en place, je crois que c'est bon, tu vois, moi j'étais intéressée par les nouveau-nés, on me met avec des personnes en fin de vie, avec tout ce que ça comporte, hein, en termes d'état, d'objectifs, d'aspects aussi. Parce que quand tu es jeune diplômé, tu vois, le contact avec le corps vieillissant, c'est pas facile. Mmh. Donc, je crois que vraiment, je sais pas si c'est plutôt cette détermination. C'est En fait, c'est qu'est-ce que je fais de ce qui est mis sur mon chemin? Est-ce que ma détermination, mon intention ou ma mission, ma vision, elle est plus forte que ce qu'on me met là? Hein? Est-ce que ce que je fais, ce que je trouve là, les pierres que je trouve sur mon chemin, est-ce que j'en fais des murs ou est-ce que j'en fais des ponts? Ouais, OK. Tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Bon, on verra». Et donc j'ai fait ça et là, j'ai vécu une expérience, dont je parle dans une de mes conférences où je dis vraiment ce que j'ai découvert avec ces personnes âgées, c'est que tout ce qu'on m'a reproché, ma sensibilité qu'on m'a reproché, pendant toutes les années précédentes, ben là, c'était un véritable cadeau, tu vois? Pour accompagner ces personnes qui arrivaient là, sur le seuil de la mort ou qui allaient se séparer de leur conjoint, qui allaient tu vois? Ça a été quelque chose de très, très fort et j'en garde un beau souvenir, tu vois? J'en garde vraiment un beau souvenir. Donc après évidemment ma quête quand même de me rapprocher, je suis volontaire, hein, donc j'ai toujours, demandé tout ça, donc j'ai
je travaillais en gynéco. Bon, là, ça se rapprochait déjà un petit peu plus. De temps en temps, j'allais quand ils avaient besoin dans les services de maternité. Mais j'avais besoin, tu vois, de continuer à me former, de continuer à apprendre. Après, je suis allée travailler en chirurgie. Puis ils sont venus m'inviter à me former pour le bloc opératoire. Moi, j'avais pas eu l'occasion, hein, de visiter le bloc opératoire pendant mes études. Certains, oui, mais moi, non. Et puis je dis: «Mais non, moi je suis bien avec la relation avec le patient et tout». Et puis au bout d'un moment, j'avais fait le tour, tu vois? Moi 2 ans dans le service, j'ai fait le tour, je m'ennuie, donc il faut que j'apprenne autre chose. Mmh. Et puis, je suis allée voir, je dis: «Est-ce que vous voulez toujours de moi?» Donc je me suis formée pendant 2 ans. Et puis pendant cette période de formation qui est enfin, c'est un job quand même assez technique, le bloc opératoire. Et bah, en fait, moi, j'avais besoin de nourrir mon besoin de contact, mon besoin voilà. Donc je me suis dit: «Tiens, à un moment donné», on travaillait beaucoup de nuit, on travaillait beaucoup les week-ends, donc on avait des récupérations, donc des jours de congé. Je me suis formée pour le massage, mais pour la famille, pour mon plaisir, tu vois? Ça aussi, c'est important, pour mon plaisir. OK. Et je me suis formée, puis après, bon, ben voilà, je me suis formée. Puis un jour, j'ai une copine, enfin une amie qui me dit: «Ah mais tiens, mon esthéticienne, elle a un local à louer, dans son institut, est-ce que» je dis: «Bah, moi, je veux pas changer de métier, quoi». Tu sais, ça me semblait incongru. Puis finalement, la curiosité m'a amenée à visiter, juste comme ça. Et là, c'était le coup de foudre, une jeune femme qui a une dizaine d'années de moins que moi. Ça a été vraiment le coup de foudre. J'ai travaillé en parallèle avec le bloc opératoire. J'ai travaillé pendant 16 ans où j'ai parce qu'après j'ai fait d'autres formations évidemment, je me suis spécialisée pour le massage, future maman, je me suis formée pour être conseillère en portage en écharpe pour, le Mmh. portage des bébés. Je Je me l'ai suis gardé formée la mienne. ouais C'est pas encore rangé sur les tablettes. et tu sais, les miennes, je viens de les donner à ma fille, hein, donc juste pour dire. C'est bon, c'est bon. Donc je me suis formée pour, être praticienne en massage parent-bébé, donc je donnais des cours aux parents, justement parce que tout ce qui était là pour moi, c'était la relation encore, tu vois? Donc à travers le massage prénatal, pour moi, je venais, accompagner ces femmes dans ce processus de transformation, hein, dans comment elles reprennent, comment elles s'autorisent aussi à être actrices là dans leur accouchement aussi, hein, parce que souvent c'est le gynéco, il m'a accouché, il m'a non, on a vraiment à se responsabilité, à se réapproprier notre corps. C'était fabuleux, des années, c'était fabuleux ces relations avec ces femmes. Et puis, donc tout ça, c'était en parallèle au blog, donc ça me faisait un bon équilibre, parce que c'était pas toujours, disons que le blog, ça a été un beau défi, technique pour moi, puis j'ai appris beaucoup de choses. Il y a eu des choses un peu compliquées. Non, mais j'ai subi du harcèlement, du mobbing, enfin Ah, voilà. Bon, les 3 dernières années de ma pratique, j'ai bossé avec un chirurgien formidable, c'était, je crois, les plus belles années. Mais voilà, bah, comme dans tout, il y a des choses positives et des choses, dont il faut tirer des leçons, des apprentissages. Donc en fait, pendant 16 ans, j'ai travaillé, au bloc et puis au cabinet où j'étais, avec ces jeunes parents, ces futures mamans. mmh. Et puis moi, parce qu'ado, je me disais: «Ouais, la psycho, c'est super, ça m'intéresse». Puis tout le monde me disait: «Mais il y a pas de débouché à l'époque, mais tu sais, ça va pas». Bon, donc je raccrochais mon rêve, tu vois? Parce que finalement, quand j'ai créé mon cabinet, tu vois, où je travaillais avec les nouveau-nés, les parents, les futures mamans, en fait, pour moi, ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, je donnais vie à mon rêve. J'étais pas puéricultrice, mais c'était encore mieux! Parce que j'étais libre. Je créais mon cabinet, je travaillais les jours où je voulais. Bon, évidemment, il y a des inconvénients, voilà, mais enfin, je veux dire, tu as pas un salaire comme, quand tu es, indépendante, mais là, j'adorais, j'avais de la reconnaissance, j'avais cette sensibilité aussi qui là, était un atout aussi, tu vois? Mmh mh. Et qui était oui, contrairement à mon autre vie, j'avais envie de dire, en dehors du cabinet, où c'était plutôt mal vu ou pas compris, tu vois? Donc c'est là aussi ce qui est important, c'est de réaliser que notre environnement
a un impact incroyable sur nous. Et en Mmh. fait, notre environnement, il nous détermine pas. C'est à nous de choisir dans quelles conditions, dans quelles relations, de quoi j'ai besoin pour me sentir moi, juste moi, à ma place. Oui. Tu vois? Donc voilà, j'ai fait ce puis une fois que j'avais au bout de 15 ans, tout ça, à un moment donné, bon, il se passait des choses aussi un peu dans ma vie privée, pas très confortables. Et puis, j'avais envie d'approfondir encore plus, tu vois? Travailler sur le corps, tu travailles, avec les émotions, tu vois? Et j'avais envie d'une vision plus holistique, hein, plus globale de la personne, aller plus loin, quoi. Et en fait, bah, je suis partie, je me suis formée pendant 5 ans pour devenir gestalt thérapeute, donc psychopraticienne. Avant, on appelait ça psychothérapeute, mais ça a changé, il y a quelques années. Et là, la gestalt thérapie, c'est vraiment la thérapie du lien, de la relation, l'art du contact et c'est reconnecter avec son corps, avec ses sensations et puis, être vraiment dans l'ici et maintenant, devenir plus conscient, tu vois? Donc j'ai fait cette formation, bon qui a été un grand qui m'a fait passer un grand cap dans ma vie. Donc ça a duré 5 ans, je faisais des allers-retours, en France parce que j'étais en Suisse encore, c'était vraiment très très coûteux quelque part, mais à tous les niveaux, hein, et mais pareil, là, j'ai rien lâché, donc en cours de route, j'ai eu un divorce qui s'est très, très, très mal passé, beaucoup de violences psychologiques, tout ça et là aussi, c'est-à-dire que où je me laissais écraser par ce rouleau compresseur que j'avais en face de moi, ou je continuais à garder le cap vers mon intention, tu vois? Et ça, c'est pour ça que tout à l'heure je le relevais, c'est hyper important, c'est qu'est-ce que je veux dans la vie? Oui. Évidemment, dans ce moment difficile de ce divorce très, très difficile, oui, je me suis écroulée des fois. Oui, je savais pas comment faire. Oui, du chantage au suicide, de la diffamation, de beaucoup de choses comme ça, du rejet de mes enfants à cette époque et tout. C'est violent, moi, hypersensible en plus. Enfin, je disais, j'avais l'impression d'être une plaie béante, tu Ouf. vois? Et en fait, mais je gardais mon intention et j'avais tout un tas de symptômes et tout, donc je t'épargnerai là, mais j'avançais un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et en fait, bah, ce qui est fabuleux, c'est que quelques années après, ben, ma détermination à nouveau, tu vois, elle a payé puisqu'aujourd'hui je suis, heu, indépendante. Je travaille, justement pour accompagner les personnes qui ont passé trop de temps à répondre aux attentes des autres. Je les Oui. accompagne à se créer une vie sur mesure en se reconnectant à qui elles sont, dans toutes les sphères de leur vie et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai aussi eu envie de me former en tant que, thérapeute de couple, oui, thérapeute de couple, en psychologie positive et puis en sexologie aussi positive. Parce que pour moi, bah, la relation, l'être, c'est toutes ces facettes-là. On peut pas dire, tu vois, tu es quelqu'un au boulot, tu es quelqu'un à la maison. Non. Non, on a à connecter, hein, c'est ça, je les aide à ça, les personnes que j'accompagne, à se reconnecter à qui elles sont vraiment. Qui elles sont vraiment pour apprendre à s'accueillir, à s'assumer et à s'aimer. Ah oui. Rester dans sa ligne directrice ou rester dans son intention profonde, authentique à soi dans toutes les sphères de C'est sa vie. ça. Ah, c'est beau! Et ce que j'admire de ton parcours, c'est les moments où est-ce que tu as redécidé de retourner à l'école, de réétudier, de suivre des formations, de poursuivre, de garder cette détermination-là. J'entends souvent des gens qui me disent: «Ah, je suis tu sais, j'ai décidé de faire» je sais pas comment ça se passe à vrai dire, en Europe, c'est plus commun, mais nous, ici, au Québec, souvent les gens vont suivre un parcours scolaire ou name it là, une autre chose, faire cet emploi-là, puis rester là-dedans. Et tantôt, la pépite d'or que tu as dit, c'est l'environnement. Mais là, ils sont tellement plus bien dans cet environnement de Mmh. travail-là, mais ils restent là pareil parce qu'ils ont une stabilité, parce qu'elles sont en sécurité, parce qu'il y a un confort, même si à l'intérieur de soi, la connexion est plus pantoute là.
C'est ça, mais c'est tellement ça. Moi, ouais, c'est ce que, dans mes conférences, j'explique aussi, c'est qu'en fait, mon corps, il m'a envoyé plein de messages. Ouais, Parce que comme, en fait, j'avais réussi quand même la carte postale, hein, on avait 2 maisons, une à la mer, une en Suisse, des beaux enfants, enfin, tout était magnifique. Des métiers, où on n'avait pas de risque de chômage, et en fait, mon corps, il m'envoyait tout un tas de symptômes. Et mmh moi, j'essayais de les faire taire. Je faisais de l'auriculothérapie. Alors j'ai rien contre, hein, c'est très bien, mais je veux dire, j'ai pas compris, je tenais pas compte de la vision globale. Je faisais, de l'homéopathie, je faisais du sport, je travaillais beaucoup, 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 tu ouais. vois? Et en fait, j'essayais de taire tous ces messages que mon corps m'envoyait et notre corps, quand on l'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il tape plus fort! Oui. Donc un jour, l'infirmière de bloc opératoire prête avec tout son matériel pour l'intervention du patient, eh ben, on n'attendait plus que le chirurgien, tout le monde était prêt. Sauf qu'avant que le chirurgien arrive, c'est moi qui suis partie dans son bureau, enfin dans un autre, le bureau d'un autre chirurgien. Tellement j'étais mal. J'étais pliée en deux, je pouvais plus. Enfin, j'avais des symptômes depuis longtemps. J'avais des arythmies cardiaques, des oppressions thoraciques, des problèmes digestifs, beaucoup. Et là, donc, j'ai passé ma journée aux urgences. Donc, en fait, du bloc, j'ai fait tu vois, je suis vraiment décalée. Au lieu de faire comme les autres, des urgences au bloc, moi, je passe du bloc aux urgences. Et là, j'ai pris conscience, bon, avec tout ce qui se passait aussi dans ma vie, enfin, justement, tout était lié. Et je me suis dit: «Stop, quoi, stop, et tu peux plus». Ouais. Alors, j'avais déjà essayé à une période de ma vie de m'échapper de cette souffrance quelque part, mais j'avais beaucoup de honte et de culpabilité parce que j'étais revenue, j'avais cru que ça allait marcher, j'avais cru beaucoup de choses et bon voilà, ça fait partie du chemin. Ce qui est important, c'est que et puis les personnes dans la situation que je vivais à cette époque-là, sont souvent dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'elles reviennent, elles n'arrivent pas à partir, bon et c'est OK. Je veux dire, ne vous jugez pas, ne vous culpabilisez pas, ça fait partie du chemin. Mais c'est pire après, c'est encore plus dur de s'extraire de certaines de ces situations qui vont être délétères, toxiques parce qu'on se détruit, hein, Ouais. et on comprend pas ce qui se passe. Donc c'est important de se donner beaucoup de bienveillance et de se dire: «J'ai fait ce que j'ai pu à ce moment-là». Ouais. Mais ce corps qui nous parle, bah, comme tu disais tout à l'heure, sont nos peurs qui nous maintiennent là-dedans. Ce sont nos peurs et nos croyances. «Oh, je vais pas savoir faire, comment je vais faire et financièrement et tout ça». Donc si je crois que c'est pas possible, eh ben, ça sera pas possible. Mmh mh. Mmh. D'apprendre à accepter de se reconstruire en partant de rien, de Mmh. repartir de zéro, de ne pas avoir peur de tout perdre. Tu sais, tu C'est as tellement de exactement choses ça. à perdre que je veux pas me mettre de l'avant, je vais rester là pour être sûre. Mais dans les faits, si toi tu es pas là, tu es déjà perdu. C'est ça, tu te perds toi, en fait. Et ce que tu as dit, ouais, accepter de tout perdre. C'est le jour où j'ai compris que de toute façon, c'était pas ma maison, mon compte en banque. Bon, bien sûr, ça aide, hein, si tu as des sous sur le compte en banque, mais enfin, ma maison, la taille de ma voiture, la vie de mes voisins sur, ma famille comme ça, c'était pas ça qui me définissait. C'est pas ça qui me donne de la valeur, c'est ce que j'ai là en moi et ça, personne, personne, personne ne peut me l'enlever. Mmh. Personne ne peut me l'enlever et cette richesse, c'est celle-là. Le problème, c'est qu'on s'identifie à nos biens matériels, hein. On Ouais. a réussi quand on a, la voiture, la piscine, le trampoline, la maison et puis enfin, bon, j'ai rien contre, mais enfin, le problème, c'est que si on le fait en conscience, c'est bien, mais en fait, tout ça, ça peut disparaître du jour au lendemain et ça ne veut pas dire que je suis plus rien. Non, parce que ce sont mes valeurs qui sont là, qui sont importantes. La Ouais. personne que je suis, ma contribution au monde, Mmh. mon cheminement. Vraiment. Et dans ces moments-là, quand ta valeur, tu la reconnais pas, tu la vois pas, elle est comme enfouie au fond de l'océan dans un coffre au trésor, à enchaîner. Après toute cette noirceur-là, ça prend énormément de courage pour dire:
on Mmh. va repêcher ce que j'ai camouflé, ce que j'ai laissé tomber, puis ce qu'on comme tantôt je trouve que tu l'as super bien expliqué. Tu as dit, comme le rouleau compresseur que j'avais en avant de moi, tu sais, d'accepter Mmh. que là, tu as la Ouais, force de leur sortir ces ressources-là, d'accepter de les voir, puis d'apprendre à vivre avec aussi parce que ce que j'observe de mes clientes, c'est que quand elles sont dans cette noirceur-là, d'accepter de se faire mettre en lumière, c'est un peu comme, c'est un peu comme une petite souris qui sort de sa cachette. Elle va être sûre que personne la voit, que le chat est pas là, parce qu'elle a tellement été dans sa cachette que là, d'accepter de ressortir, de faire confiance, ça c'est demande une ça, et s'autoriser. s'autoriser. S'autoriser, à être, et des fois on dit, on voit beaucoup dans le développement personnel, mais s'autoriser à briller. Alors des fois on se dit: «Ah non, mais ça va pas, moi j'ai pas besoin de briller». Non, mais la briller de ta lumière Oui, singulière, de oui, qui tu es, parce que le monde a besoin de ça. Et je veux dire, la lumière, elle peut être, bah, c'est sûr qu'au début là, elle était pas très forte, hein, ma lumière, quand je traversais ça, mais c'est pas grave, je continue avec détermination, et en fait, j'ai connecté du coup avec des gens à travers ma formation. C'est ça, c'est connecter avec les, entre guillemets, «bonnes personnes», mais des gens qui vont te comprendre, des gens qui vont pas te juger, qui vont t'accueillir, qui vont t'aider à t'élever. Des professionnels, je me suis fait accompagner évidemment parce que j'ai fait des années de thérapie pour faire ma formation en tant que psychopraticienne, mais c'est ça, et ça, c'est un investissement sur soi. mmh Et moi, j'ai passé des mois pendant cette période très difficile. J'avais 43 ans, il me restait par mois pour vivre. J'aurais pu dire: «Oh, j'arrête ma formation, ça va me coûter moins cher», hein, tu vois? J'avais Ouais. pas les trajets, j'avais pas l'hôtel, j'avais pas la formation. J'aurais pu faire ça. Mmh Je l'ai pas fait. Un peu comme pour, devenir puéricultrice, tu vois? Je fais mon bac scientifique alors que je suis complètement, plutôt littéraire, en tout cas, voilà. Et là, c'est pareil, j'ai dit: «Non, j'y vais». Il y a des nuits, je dormais 2 heures et demie par nuit pendant des mois, c'était horrible. Mais j'ai vraiment, j'avais un taux de stress, de cortisol, c'était impressionnant. Je transpirais toutes les nuits parce que voilà, avec ce que je vivais, des intrusions, enfin pas mal de choses, hein, qui ont été très difficiles, et mon corps, je maigrissais, je perdais tous mes cheveux. Alors le problème, c'était pas de maigrir, c'est que tu disais: «Quand est-ce que ça va s'arrêter?» parce que tu avais les veines qui apparaissaient. Donc, et là, tu peux tout arrêter, tout abandonner. Ben non. Tu vois? C'est-à-dire que des fois, on croit que parce que c'est difficile, c'est peut-être pas la bonne voie, hein? Que mh. parce que c'est difficile, ouais, bah, j'ai dû arrêter ma formation parce que j'avais plus de sous. Alors je dis pas qu'il faut se mettre dans des situations, délicates, mais en tout cas, mon choix, bah, j'ai continué. Comme si tu vois, comme si c'était un peu cette lumière au bout du tunnel, mais je savais pas en fait ce qu'il en serait, j'avais aucune garantie. Mmh Mais par contre, c'est ça qui me faisait me sentir vivante, c'est ça qui m'a aidée en connectant avec ces gens, en me formant, en apprenant, en comprenant aussi, parce qu'à travers cette formation, ce que j'ai appris, une des notions et que j'enseigne aux personnes que je suis, c'est la notion de responsabilité. mh. Oui. Parce que cette notion-là, quand tu la comprends, beaucoup de gens confondent avec, culpabilité, Mmh mais quand tu comprends la notion de responsabilité, tu reprends ton pouvoir. Ouais. Quand tu comprends pourquoi tu es dans des relations, délétères, des relations, toxiques, au lieu de dire, «Oh mais lui il m'a mené la vie, il a fait ci, il a fait ça, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, c'est à cause de», hein, OK, bon, pas de chance, mais là, tu te poses en victime et tu fais rien, hein. Ex Quand tu prends la responsabilité, ça veut dire que tu apprends à comprendre qu'est-ce qui t'a, amené d'abord dans ces relations? Qu'est-ce qui a fait que mmh. finalement tu as accepté, bah, des peurs, des croyances, tu vois? C'est tout ça, et quand tu comprends ça, bah, tu te dis: «OK, alors je vais changer mes peurs, enfin je vais modifier mes croyances, je vais changer mon discours interne parce que Oui, je veux plus de ça». oui. C'est j quand tu parles, je me vois au travers ton parcours aussi d'une différente manière. Parce que quand j'ai commencé mes formations aussi, c'était après, j'allais vraiment pas bien non plus. J'avais fait une fausse couche, puis ça m'avait vraiment démolie. J'avais un mode de protection où est-ce que j'avais une grosse carapace, j'avais peur de déplaire, je voulais pas déranger, tout allait tout le temps bien, ça paraissait pas.
Moi, j'ai une de mes amies, on a commencé à se connaître, on avait 3 ans et demi, puis on s'est suivis, là. Elle reste à 2 coins de rue de chez moi, on a des enfants qui sont similaires à la même âge. Tu sais, c'est mon âme sœur d'amis. Elle m'a dit: «Vicky, pourquoi tu m'as jamais dit que ça n'allait pas autant bien, autant mal que ça à l'intérieur de toi?» Mais moi, je le voyais pas. Donc, je subissais constamment ma vie et avec la fausse couche, ça m'a complètement démolie. Mon corps a continué à me lâcher ensuite de ça. Et quand j'ai fait mes formations en PNL, en hypnose, je ressortais de mon premier congé de maternité. J'étais censée reprendre la relève des entreprises familiales où est-ce que j'avais un avenir très prospère. Ouais. Et j'ai dit: «Non, stop». J'avais pas d'argent. J'allais Mmh. à 3 heures de route ici à l'extérieur faire mes formations. Mon conjoint s'occupait de la petite. J'essayais de me reconstruire au travers tout ça. Et quand j'ai compris la notion de responsabilité, ça a été, je te dirais là, facilement un 3 mois minimum pour comprendre le Mmh. concept. Ensuite de ça, réapprendre à le maîtriser, à l'appliquer dans ma vie, tu sais, et à poursuivre en même temps que les formations que je faisais, l'accompagnement que je recevais par les coachs, par les enseignants de ces 2 formations-là et en plus de ma psychologue qui Oui, m'accompagnait bah oui. collégiale. Mais puis je me rappelle encore de mon chum qui me dit: «Vicky, là, c'est-tu vraiment tout nécessaire ces accompagnements-là? Parce qu'on n'a pas les sous pour les payer». C'est ça. Mais comme tu dis, c'était ma détermination, c'était ma lumière. Ouais. J'investissais dans c'est comme si je payais mon compte d'hydro intérieur, mon compte Mmh. d'électricité. Ouais. J'allumais ma lumière intérieure, donc c'était pas de l'argent que je donnais à quelqu'un, c'était un échange énergétique où est-ce qu'elle m'accompagnait pour que je puisse comprendre pourquoi Mmh. j'avais ces programmations-là, j'avais ces fonctionnements-là. C'est ouais. Ouais, c'est quand on l'a traversé, c'est puissant, hein. Enfin, on voit très bien comment ça peut être libérateur, effectivement, d'endosser cette notion de responsabilité, de la comprendre. Mais après, voilà, parce que c'est normal d'avoir peur, c'est normal de pas savoir comment on va faire, c'est normal de pas savoir ce qui nous attend, mais qui c'est qui disait l'autre jour, quand vous roulez, vous allez à 3000 kilomètres, vous avez prévu d'aller en vacances à 3000 kilomètres, mais les phares de votre voiture, ils éclairent pas, jusqu'à 3000 kilomètres, hein. Ils Mmh. ils éclairent quelques mètres devant et pourtant vous allez y arriver à votre destination. J'adore. Je trouvais cette image, mais vraiment, c'est ça, mais tu avances quand même, hein? Et c'est ça, Exact. et nous, on reste dans notre mental, dire: «Oui, mais comment? Mais pourquoi? Et puis si jamais, comment je vais faire?» Et puis, ben regarde, un jour après l'autre, avance, fais-toi confiance. Et surtout, tu vois, par rapport à quand tu me parlais de mon parcours tout à l'heure, c'est qu'en fait, peut-être que, mon rêve depuis l'âge de 7 ans d'être puéricultrice, j'aurais pu me dire: «Oh, il s'écroule là, parce qu'en Suisse, ils veulent pas que je peux pas me former comme prévu». Sauf qu'en fait, ce que j'ai réalisé par un autre chemin, d'une autre manière que ce que j'avais prévu, bah, il était encore mieux. Enfin, Exact. pour moi, parce que j'avais plus de liberté, c'était plus affiné, enfin, j'avais pas de patron, tu vois? Et donc on sait pas comment, mais c'est avoir aussi une espèce de confiance, tu vois? Une Mmh. espèce de foi. Je sais pas comment ça va se faire, et je dis pas que c'est facile, hein, parce que des fois les gens ils disent: «Oh c'est pas facile». Non, c'est pas facile, même moi des fois, hein, parce que dans la vie c'est comme ça. Il y a des fois je me dis: «Ouh!» et puis bon, non, allez, fais confiance, ça va aller. Ce Le qui travail. t'arrive, c'est pas contre toi, c'est pour toi. Exactement. Et à quel moment est-ce que tu as découvert justement ton potentiel, ton hypersensibilité au travers de ton parcours? Alors, et bien justement, finalement, tu vois, toutes ces galères et ces catastrophes, ce divorce horrible et tout ça, ces blessures. J'ai un couple d'amis qui étaient là, très soutenants, tout ça. Puis un jour, elle vient, enfin, qui sont devenus amis à l'occasion de cette période-là, parce que c'était les parents d'un copain à mon fils. Je connaissais pas plus que ça. Puis du coup, on est devenus très proches, ils ont été très très présents.
Puis un jour, elle m'emmène un livre et puis elle me dit: «Tu sais quand même, par rapport à ta sensibilité, peut-être que tu pourrais lire ça». Puis elle me parle de sa belle-sœur, je crois, qui avait lu ça et tout, puis qui finalement s'était fait tester. Donc là, elle me parlait même pas du haut potentiel. Là, elle me parlait de l'hypersensibilité, tu vois? Il fallait y aller mollo. Et puis et puis après, elle a fini par me dire qu'elle s'est fait tester, avec un tel et tout, puis finalement, elle était à haut potentiel, tout ça et tout. Moi, genre, elle me dit ça, mais de quoi elle me parle, quoi? Enfin, enfin, la sensibilité, je voulais bien lire le livre parce que voilà, mais le haut potentiel, je me sentais pas du tout, mais pas du tout concernée, quoi. J'ai lu le livre, je crois que j'ai mis des post-it, enfin des petits marque-pages, 15 par page, mais à toutes les pages, tu sais? Et j'ai beaucoup pleuré. Mmh. J'ai beaucoup pleuré et je me suis tellement reconnue. Donc quelque part, par rapport à cette sensibilité, cette étape, elle était cruciale parce que je me suis dit: «Ah», parce qu'évidemment, j'ai entendu beaucoup que j'étais folle, que qu'il fallait que je me fasse soigner, que j'étais dépressive, tu vois? Avant, dans mon autre vie et puis pendant le divorce et tout ça et en fait, là, je me disais: «Ah, il y a d'autres gens comme moi. 2, il y a des gens qui écrivent des livres dessus, donc comme quoi ça vaut peut-être la peine d'aller creuser» et hem et 3 donc ben, je suis pas folle, tu vois? Et donc, il y a quelque chose qui s'apaise. Je suis pas toute seule. Alors, bon, ça, c'était l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, on est 20-25-30 d'hypersensibles par rapport à la population. Mais après, après le chemin, ce qu'elle me suggérait et tout, alors, j'ai lu des choses, j'ai écouté des conférences et tout, puis je me sentais toujours pas concernée. Mais quand même, quand les gens disaient certaines choses dans les conférences, je dis: «Ah ouais, quand même, quand même». Bon, bah, écoute, visiblement, là, on n'est plus que 3 hein, donc 2,3, enfin bref, peu de monde quand même. Mais bon, si c'est ça, ben voilà, on est plusieurs. C'est quand même, sur l'échelle planétaire, on est plusieurs, ça me rassure. Puis quelques années après, justement, mon divorce, j'avais rencontré, un homme. J'adore ta façon de relativiser. Oui, mais tu sais, d'ailleurs, ça aussi, je crois que ça, j'ai appris, tu vois? Parce qu'avant, dans ma première vie, tu vois, c'était pas et donc je prends du recul. Je dis: «Ah bon, bah, OK, d'accord. Alors, bon, ma galère, elle, c'est toujours la même, hein, j'étais toujours dans le» mais quand même et puis donc j'avais rencontré quelqu'un quelques années après, là, mon divorce, puis en fait, même en lisant le livre, j'avais l'impression que ça parlait pas mal de aussi de nous 2, tu vois? Donc on se sentait moins seuls. Bon, on était bien tous les 2, mais d'ailleurs, on est toujours, des années après ensemble, hein. Et et donc voilà, donc je me dis: «Bon, ben, OK, voilà, on va pas en faire tout un pataquès, je sais pas trop». Puis après au bloc, je continuais d'aller au bloc et tout. Puis il y avait des situations qui étaient tellement violentes pour moi, hein, qui me prenaient beaucoup d'énergie, hein, psychologiquement j'entends, hein, et puis des incompréhensions, c'était tellement difficile. Un jour, je me suis dit: «Bon, OK, c'est peut-être ça, mais et si c'est pas ça? Et si je me fais une idée?» et tu vois? Et en fait, j'ai décidé un jour que mon chéri n'était pas là. Je me suis dit: «Faut quand même que je sache. Je veux savoir si c'est vraiment ça ou si l'effet Barnum là, où tout le monde se reconnaît, parce que» tu vois? Et et donc je prends rendez-vous pour, pour passer le test du potentiel. Hem, bah, le premier rendez-vous, en fait, j'avais dû l'annuler parce que je sais pas quoi, on avait un truc quelque chose. Puis après je reprends rendez-vous, il était pas là, je me dis: «Oh, j'en profite, je vais je vais aller voir» parce que tu vois, j'étais pas très je me disais: «Mais attends, pour qui tu te prends et tout, qu'est-ce qu'il va penser si s'il est «négatif» entre guillemets?» ce qui est pas négatif, hein, c'est une photo de ton fonctionnement, c'est pas Oui. et puis donc j'y vais, en catimini en fait, comme si je faisais enfin non, mais c'était mon truc de toute façon. Moi maintenant, j'avais plus envie que personne me dise, ce que je devais faire, hein, donc j'ai quand même le droit. Donc je vais faire mon test, donc il s'est fait en 2 fois et puis, bah, après j'ai le résultat qu'effectivement j'avais un fonctionnement comme ça. Quand je suis sortie, je me souviens, il y avait un grand escalier en pierre là, je descendais du cabinet, tout ça, puis j'arrive dans la rue
C'était la nuit, les lumières de la ville, tu vois? Tout c'était calme, il y avait plus grand monde dans la ville et tout, c'était l'hiver, tu vois? Et c'était une atmosphère particulière, c'était comme si une nouvelle vie Oh, s'ouvrait à moi, mais je savais pas ce que ça voulait dire et tu as peut-être vu sur mon site, mais j'avais été interviewée, pour le journal télévisé de Suisse romande, justement par rapport à ça. Bon, on a parlé 1 heure et demie, l'interview, il dure 3 minutes, mais mais c'était vraiment particulier et à partir de ce moment-là, je savais pas ce qui allait arriver, mais ce qui s'est passé, c'est que, je raccourcis un peu parce que j déjà c'est long, mais c'est que je me suis autorisée, j'ai compris qu'en fait, j'avais le droit d'être comme j'étais et que c'était moi, encore une fois, qui devais m'autoriser, à laisser s'exprimer tout ça, que j'avais pas à me cacher, oui, que ma sensibilité, bah, c'était un cadeau si je voulais l'avoir comme ça. Parce que je peux régulièrement dans des groupes ou sur les réseaux sociaux d'hypersensibles et comme ça, les gens passent leur temps à se plaindre de la société, qui les comprennent pas, machin et tout ça. OK, c'est difficile et même encore maintenant, des fois, il y a des choses, ça me dépasse et puis bon, OK. Mais par contre, là aussi, on revient à la notion de responsabilité. OK, ça, c'est douloureux. Comment je peux me créer ma bulle? Comment je peux dépasser ma peur pour aller vers de la magie? mmh, La bulle, c'est se créer un environnement qui correspond. oui, Si je vis dans une zone, hyper bruyante et puis, que ça m'agresse, qu'il y a du stress, qu'il y a tout ça, ou dans mon job aussi où je me sens pas respectée, et oui, ça demande du courage, ça demande de faire confiance, ouais, ça demande de laisser certaines choses. Ah ben oui, j'aurais pu la boulangère à 2 pas. Par contre là, je suis au pied de ma montagne, on est peu d'habitants à l'année, 3. L'hiver, il y a la rivière qui coule à côté, il y a la nature, tous les jours je vais marcher, mmh mais entre-temps, j'ai dû surmonter plein de peurs, quitter mh, le salariat, quitter le bloc opératoire, où je me suis levée des années à 4-5 heures du matin pour aller travailler. On passait les journées debout les 3/4 du temps, on savait pas quand on allait manger, on avait des tabliers de plomb, c'était tout vite, vite, il y avait beaucoup, beaucoup de stress. Mais ouais, ça m'a pris du temps. Ça m'a mmh pris du temps aussi. À un moment donné, j'ai baissé mon pourcentage pour travailler plus à mon cabinet. Mais quand je suis divorcée et que j'avais besoin d'un salaire fixe, j'ai dû accepter d'augmenter à l'hôpital. C'est pas ça que je voulais au final. Mais ouais, comme, travailler en médecine, c'était juste une étape, tu vois? accepter, oui, C'est ça, c'est accepter, s'adapter, mais pas accepter, je me résigne. C'est pourquoi je le fais. mmh Parce que je vais être plus sereine, parce que pendant ce temps, j'ai besoin d'augmenter un peu plus mon tu vois? J'ai des compétences, je peux travailler, je peux utiliser, je peux voilà. ouais, ouais, ouais. Du coup, finalement, mon cadeau empoisonné là, mal emballé de cette séparation, bah, il m'a permis de vivre toutes ces expériences, de m'autoriser à être, à vivre, à me former, à aller toujours plus vers ce qui me donne de la joie et ça, c'est hyper important. Mais c'est Ouais, s'autoriser soi. vraiment, puis ce que je trouve important aussi quand que tu l'as mentionné, c'est autant dans le moment où est-ce que tu mettais des étiquettes dans tes livres et que tu te reconnaissais, autant que sur toi, quand tu m'en parlais, j'avais l'impression que les étiquettes tombaient, cet apaisement-là de C'est des ça. de ce qu'on t'avait jugé, de comment on te décrivait, de dire: «OK, non, c'est pas moi». Il y a un potentiel dans cette hypersensibilité-là, il y a un haut potentiel dans ce haut potentiel-là. Il y a des ressources infinies que tu peux mettre à profit en acceptant de ne pas fonctionner comme les autres et en créant toi ta propre bulle. Moi, là, je dis à mes clientes: «Mettez-vous un plexiglas». Moi, je mets des plexiglas C'est ça. partout. Oui, elle a bu. Oui, Oui, c'est ça la bulle. Et autant avec le son, tu autant avec choisis. les chants, constamment pour pas justement être, j'ai envie de dire un filtre d'émotions, tout ressentir, tout prendre personnel. Puis après ça, sortir d'un environnement puis être complètement vidé. Je pense que tout le monde devrait apprendre à faire ça, à accepter que tu ne donnes pas ton énergie, que tu acceptes d'être toi-même sans recevoir les commentaires, les critiques des autres parce que
tu l'as super bien dit, c'est la perception des gens face à tes questions, face à ta façon de communiquer, face à ce que tu dégages, à ton énergie, à ton non-verbal. Mes exigences aussi, des Oui, choses aussi qui sont oui, puis des fois même mon silence, beh, même oui. mon silence. Moi, je me souviens au blog, des fois, il y en a qui prenaient ça pour de l'impertinence. Ah, Alors que non, je choisissais de pas mettre mon énergie là, enfin, tu vois? Et de pas répondre à certaines choses, enfin et bon là, je peux pas rentrer dans les détails, mais tu vois? C'est chacun est là avec sa grille de lecture, mmh hein? ouais. Et c'est se dire que j'ai le droit, quoi. J'ai le droit parce que pendant des années, tu entends que, voilà, que tu es trop exigeante, que tu es chiante, que tu es trop sensible, que tu es jamais contente, que tu en as jamais assez, que tu vois? Alors tu le crois, tu te laisses définir par l'extérieur. Puis quand tu lis ça, comme tu dis, tu laisses tomber ces étiquettes et tu réalises que c'est la perception des autres. C'est Mmh. leur, ça parle d'eux finalement. Peut-être qu'eux, ils s'autorisent pas ça. Ils s'autorisent pas à dire les choses et ça vient leur envoyer quelque chose, pas agréable, tu vois? Et elle, elle se l'autorise. Elle est pénible, hein? Bah oui, tu vois, l'effet miroir aussi, hein. C'est challengeant ça, C'est vraiment, ça. vraiment. Puis j'ai envie de Ouais. te demander aussi par rapport à l'expérience de couple. Une femme qui décide de prendre soin d'elle, moi ça me revient souvent là, qui se choisit, qui décide d'entamer un parcours justement en développement personnel pour s'aimer, s'affirmer, reprendre son plein pouvoir, ses pleines responsabilités. Dans mon cas, j'accompagne beaucoup les femmes, donc il y a le reflet miroir des conjoints qui ont une crainte intérieure, une inquiétude de dire: est-ce qu'elle va tellement changer? Est-ce que je vais me faire, abandonner? Elle va-tu vouloir s'en aller avec quelqu'un d'autre puis réaliser ses rêves, en pack-sac, monter le mont Everest pendant 3 mois? Il y a plein d'inquiétudes face à justement une personne qui décide qu'elle mérite de se mettre en priorité. Ouais et se mettre en priorité, ça veut pas dire parce que dans notre société, là, maintenant, certains confondent, c'est pas être égoïste ou individualiste, c'est comprendre que si je veux rayonner dans mon couple, si je veux rayonner dans ma famille, si je veux donner de l'amour ou à l'hôpital à mes patients, si je veux être, comme je dis, vous avez moi, je j'ai pas envie de me faire soigner par une infirmière qui a pas dormi, qui a pas mangé, qui a pas eu le temps de faire pipi, tu vois? Non. Donc il faut que nous, on prenne soin de nous, Mmh mh. hein, pour pouvoir rayonner. Et oui, peut-être qu'elle va vouloir aller monter l'Everest pendant 3 mois ou je sais pas quoi, parce que et OK, c'est OK. Oui, Mais aimer l'autre, c'est le laisser libre d'être pleinement, d'augmenter sa vibration, d'être dans la joie. Parce que, moi, je me mets pas avec quelqu'un pour qu'il dépérisse à côté de moi. Mais par contre, il est à côté de moi, hein, oh, c'est magnifique. C'est pas de l'amour ça. ouais. Ça bien sûr il peut y avoir des peurs et que ça, c'est important de le formuler dans le couple, hein? On va le formuler et puis on va communiquer. Mais si chacun a travaillé avec ça, on va pouvoir accueillir l'autre avec ses peurs et puis les comprendre Mmh mh. et puis partager autour de ça. C'est dans un couple qui est conscient, hein, qui sait que je ne suis pas mes blessures, tu n'es pas tes blessures, qui ne s'identifie pas à ses pensées, hein. Parce que si je dis: «Ouh là, ça me fait peur si tu pars 3 mois, j'ai peur, je sais pas, de te perdre, que tu reviennes pas ou que tu rencontres quelqu'un d'autre», c'est humain et que notre partenaire puisse nous dire ça, mais c'est une preuve de confiance et j'ai à l'accueillir avec beaucoup d'amour, hein et là, je l'accueille comme ça et je vais d'abord prendre le temps d'accueillir ça et de voir ensemble, qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça vient, réveiller? Tu vois? Ouais. Enfin et c'est humain. Ces peurs, elles sont humaines. Mmh mh. On est des êtres émotionnels. Mais oui, oui. Puis tu as dit quelque chose tout à l'heure au début, mais toc, 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 bon, j'ai perdu le fil, mais c'était très juste avant que tu en arrives là, à la peur du partenaire. Des C'est inquiétudes vrai que comment? des inquiétudes face au changement? Oui, c'est ça, parce que les gens aussi des fois se disent: «Ah oui, mais moi, bah, qui je vais être si je suis plus celle que je suis aujourd'hui?» Oui, Et c'est en fait c'est ce qui nous amène on est créateur de notre vie, mais en fait, on crée notre futur à partir du passé. Sauf que le passé, c'est sympa, mais ce sont des expériences qu'on va pouvoir utiliser pour avoir des apprentissages, des leçons. Mais ce passé, il ne nous définit pas. totalement.
Tu vois? Heu, voilà, c'est ce que je voulais dire. Par rapport au changement. Moi, j'ai des dans les hauts potentiels, je me souviens d'une cliente qui me disait, une cliente, qui avait pas passé le test encore, hein, mais quand on a bon alors j'avais aucun doute, elle et après elle l'a passé, ouais, elle a pas été déçue et c'est génial. Non mais j'adore, j'adore et et elle m'expliquait ce qui était difficile, c'est qu'en fait, cette femme, elle est bon, en plus c'est une femme, c'est souvent plus facile, pour les hommes dans notre société encore, mais qui était curieuse, qui avait envie d'expérimenter et là je parle de sexualité, hein, qui avait bon, elle a pas fait des trucs, mais enfin, elle avait expérimenté différentes choses et puis en fait, son partenaire, hein, à un moment donné, quand elle a partagé certaines choses, ben, a eu peur. L'a jugée, genre: «Mais c'est qui celle-là? C'est quoi cette femme? Elle est obsédée ou elle va faire aller à droite, à gauche?» au lieu de prendre ça pour: «Waouh, c'est génial cette ouverture» et puis d'être curieux, parce que dans le couple, il faut être curieux, tu vois? Curieux de l'autre, curieux et en fait, c'est sa peur, au partenaire là, en l'occurrence, hein, qui le fait être dans la réaction et à juger. Du coup, elle ose plus dire après. Elle ose plus être soi. Elle va gommer des parts d'elle-même, donc elle va se freiner dans son épanouissement ou alors, pas elle, mais je veux dire ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, quand on n'a pas ce qu'on attend de notre couple, ben, au final, puis qu'il y a pas possibilité d'avancer, ben, les gens, ils vont voir ailleurs et c'est dommage parce qu'en fait, heu, ça crée plus de problèmes, mais parce que si on en discute, si on s'accueille, si on se juge pas, si on se respecte, ben, on peut s'ouvrir à plein d'autres possibles ensemble et ça va créer cette complicité. Oui. Ce que j'entends là, quand tu me parles, c'est d'invalider les désirs de l'autre, autant d'un bord que de l'autre. Parce qu'il y a encore aujourd'hui, il y a énormément de préjugés, il y a beaucoup de relations malsaines aussi avec des pratiques sexuelles. Tu sais, donc d'avoir un couple conscient, comme tu l'as super bien expliqué, ou une ou le un ou l'autre du dans le couple qui est conscient et qui a envie d'expérimenter ça et que l'autre a une vision vraiment malsaine et peut-être même dégoûté de cette expérience-là, c'est sûr que ça crée des conflits, que ça l'invalide, puis il y a beaucoup de fausses croyances aussi rattachées à ça, faut enlever cette notion-là, là. Je veux dire, faut enlever la C'est tous les tabous, oui, c'est ça, heu, c merci du mot. Le tabou. c'est-à-dire, en fait, bien sûr qu'on a chacun a sa limite à mettre. On a vraiment à chaque pas à se sentir respecté. Mais tu vois, quand quelqu'un là, l'idée, c'était pas qu'elle lui proposait, elle parlait juste de ce qu'elle avait, vécu et tout ça et déjà pour lui, c'était beaucoup. Puis je te dis, c'était pas mais quand même, pour lui, ça lui faisait peur. Mais dans un couple c'est important de pouvoir s'exprimer, d'abord, aussi sur ses désirs, même si on fantasme sur certaines pratiques et tout, le formuler, ça ne veut pas dire les mettre en pratique encore, Mmh. d'accord? Mais Mmh. déjà d'avoir un espace sécure où on va pouvoir, le déposer, ça c'est déjà ça rapproche, hein? Et oui, il y a beaucoup de tabous. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de tabous parce que de toute façon, déjà la sexualité de la femme, on n'en parlait pas, pendant hein, pendant, des siècles et des siècles. En 2018, on parlait même pas du clitoris dans les où il a fallu attendre là, dans les livres scolaires. Oui. Le clitoris, c'est un organe qui est dédié juste au plaisir, hein, Mmh. mais la relation sexuelle jusqu'à il y a longtemps, il y a pas très longtemps, c'était pour la procréation essentiellement. Puis la religion a Mais encore entretenu aujourd'hui, nous, c'est dans très les tabou. écoles, il manque d'enseignants. Il manque Ouais. de personnes qui sont formées pour éduquer justement les bases de la sexualité. Donc, c'est les enseignants qui doivent s'occuper de ce programme-là. Donc, des fois, ça passe un peu sur le tapis, ce que j'entendais justement de mes collègues enseignants, de mes amis enseignantes, à vrai dire. Et c'est un gros manque. C'est un gros manque parce que le poids, la pilosité, la puberté, ce premier rapport-là, d'enlever les tabous, d'enlever la notion aussi d'objet, tu sais, sur la femme autant que sur l'homme. Encore aujourd'hui, on le voit, là, il y a eu dernièrement tout ce qui passe sur TikTok par rapport à ça, là, toutes les
tous les médias qui vont aussi, donner une autre version, une autre vision, qui vont apporter complètement de la distorsion à ces pratiques-là, ça part C'est ça. de loin, de loin, oui. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, tous les médias, les réseaux sociaux maintenant viennent, c'est difficile parce que, hem, on montre une image, tu sais, au 19e siècle, juste pour dire au 19e siècle, la science avait des observations erronées par rapport au désir, à la sexualité féminine, parce que en fait, ils avaient rangé certains symptômes, l'anxiété, la lubrification, exacerbée, enfin tout un tas de symptômes, dans la catégorie hystérie chez les femmes, hein. Donc ils avaient, catégorisé Oui, ça. j'ai lu ça. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, hein, l'hystérie et le vibromasseur, si jamais pour aller chercher. Donc en fait, ce qui se passait, elle avait des insomnies, des angoisses, elle était irritable et tout, donc ils ont dit que c'était de l'hystérie, hein. Et les médecins, ben, le traitement, comment ils traitaient ça, les médecins? Ils ils faisaient des massages vulvaires, clitoridiens, vulvaires à ces patientes. Et donc au bout, d'1 heure en général, elles étaient, jusqu'à ce qu'elles atteignent un paroxysme libérateur, elles étaient soulagées jusqu'à la prochaine consultation. Je Donc me ça, rappelle avoir ça. Oui. ouais. Et Oui, ça, oui, si tu veux, c'était comme ça parce que pour eux, évidemment, on parlait de paroxysme libérateur parce qu'en fait, pour eux, le plaisir ne pouvait venir que par la pénétration, l'orgasme ne pouvait venir que par la pénétration à cette époque, tu vois? Mais bon, après en 1869, il y a eu le premier vibromasseur à vapeur et là, au lieu d'une patiente par heure, ils pouvaient en prendre 6, donc ils étaient soulagés, ils avaient moins mal aux mains. wow. Et voilà, mais après, bon, en 78, en 1878, il y a eu le vibromasseur électrique qui a fait partie du top 5 des appareils électroménagers de la parfaite ménagère avec le grille-pain, la bouilloire, le ventilateur, je te jure, Oh, ouais, la machine à coudre, parce que du coup, les femmes pouvaient se soulager toutes seules dans le confort de leur foyer et elles avaient plus besoin d'aller chez les médecins. mais c'est quand même un lourd bagage émotionnel de dire que c'était de l'hystérie. Je veux dire, Mais c'est ça. quand tu sens que tu as ces symptômes-là, puis il faut que tu ailles chez le médecin, déjà là, je veux dire, c'est pas agréable, là. Tu t'en vas pas Non, te ramasser, je veux dire, relaxant, non, paisible avec tes petites non. chandelles, là. Il y a un mot, il y a un symptôme, il y a une maladie. C'est C'est comme ça. il y a une notion d'inconfort, de danger. Mmh. C'est comme c'est lourd, donc de dire que là, tu es obligé d'avoir cette machine-là à ta maison pour te soulager, pour te traiter. Aujourd'hui, on comprend, mais dans ce temps-là, ces femmes-là qui ont vécu, qui descendent d'où on vient, Mmh. C'est c'est quand ça. même énormément chargé Ouais. en émotions, puis en fausses croyances, puis je veux dire en honte aussi, il y a de la honte, il y a de la Mmh. culpabilité énormément, là. Ouais, mais quand on sait pas, c'est toujours plus facile de dire que c'est l'autre qui a un problème et puis que enfin, tu vois? Et même dans les après dans les études et tout ça, quand ils étudiaient les cadavres au niveau de la médecine, quand ils observaient ce qu'ils observaient chez la femme, ils disaient qu'en fait, c'était un phallus inversé, le sexe de la femme. Tu vois? Tout était en rapport, en lien avec, le sexe masculin, le pénis en fait, tout était co alors que bon, bah, il y a un petit peu quelques détails à découvrir. Après bon, ils ont découvert un peu plus sur le clitoris, mais Oh wow! et du coup, j'ai une petite vidéo où je parle du clitoris. Puis oui, parce que c'est on va le dire, seul organe, autant chez les hommes, mais dans le fond, c'est le seul organe humain, le clitoris, qui est juste prédestiné au plaisir. Exactement, Les hommes exactement. n'ont pas cette chance. Nous, on a on a un plus la chance, c'est-à-dire qu'on a, une plus grande, variété d'orgasmes. Mmh mh. Par rapport, on peut avoir un orgasme au niveau du clitoris, au niveau vaginal, au niveau anal, au niveau des seins, au niveau de différentes zones de notre corps qu'on va avoir érotisées, tu Mmh. vois? Ouais. Donc
c'est pas négligeable. Mais le problème, il y a tout le tabou qu'on se trimballe et toutes les croyances parce qu'on a entendu, peut-être, notre famille, notre père, notre mère juger une telle dans le village parce que, elle se comportait pas bien, je sais pas quoi et on a intégré le fait de, voilà, mon chéri a entendu que j'étais en train de m'étouffer un petit peu, il est adorable. Merci. Oh, c'est gentil. Merci. Et du coup, on a intégré tout ça, que c'était sale, c'était pas bien, ou à l'époque, ça rendait sourd, soi-disant, c'était pas vrai du Oui. tout, mais hein, donc c'était un médecin suisse qui avait publié ça. En fait, il avait rencontré un homme qui avait un rhume qu'il avait négligé depuis longtemps, puis que quand il pratiquait la masturbation la nuit, il était plus sourd le lendemain matin. Plus sourd. Ah, Mais en fait, il y avait des articles où il disait aussi que ça rendait, dément, ça nous affaiblissait, intellectuellement, voilà. Donc on est chargé de tout ça, hein et puis, bah, nos générations, les générations précédentes qui n'avaient pas accès justement à cette notion du plaisir du corps, parce que la sexualité, il n'y avait pas la contraception et tout ça, donc c'était essentiellement pour procréer. Donc on était dans un voilà, dans un autre monde. Mais maintenant, on sait que ça fait partie de la vie, quoi. C'est l'énergie de la vie qui est là, c'est et on a besoin ce qui est important, c'est d'en parler aussi. Alors évidemment, il y a différentes façons d'en parler, mais rapidement avec les enfants. Tu parlais de tes amis instits, c'est important d'en parler. Souvent, bah, faute de personnel peut-être, on n'en parle pas ou on dit: «Attention, il faut mettre des préservatifs», ce qui est déjà bien, hein, de le dire, mais en fait, on nomme que les choses négatives. ouais. Or, on sait aujourd'hui que c'est important de se de se familiariser avec son corps, Mmh. d'apprendre à le découvrir, à le caresser, à le connaître. La masturbation, c'est vraiment quelque chose un des piliers d'une bonne sexualité pour après. C'est-à-dire que la masturbation, les fantasmes et les relations sexuelles, interpersonnelles, ça fait partie des choses nécessaires pour s'épanouir sexuellement. Totalement, puis je fais un point avec ce que tu parlais tantôt par rapport à reprendre son pouvoir ou dire que c'est l'autre. L'orgasme, jouir, avoir du plaisir, c'est oui, c'est ça. Moi, c'est mon tour. C'est ton tour! Ben, c'est de savoir qu'est-ce qui te fait plaisir. Où est-ce que c'est les zones érogènes que toi, t'aimes être stimulé, que t'aimes être touché, que tu sois prête toi aussi à recevoir, mais que toi, tu sois capable de le nommer, ce que tu aimes. Donc, tu dois découvrir ton corps avant ou avec l'autre, là. Mais quand même que c'est ta responsabilité d'avoir un orgasme, là, selon moi. Yes! Toi, C'est exactement c'est exactement ça et beaucoup de femmes qui ont une mauvaise image corporelle ou des choses comme ça ou bon, beaucoup de femmes pensent ou croient et beaucoup d'hommes qu'en fait, c'est la responsabilité de l'homme, là aussi on revient à la notion de responsabilité, oui. de la faire jouir, de lui donner un orgasme. Alors non, c'est-à-dire ça va être comment? Comme pour tout, on va co-créer ensemble. Parce que lui, il peut pas deviner, hein, même s'il a eu je sais pas combien de conquêtes avant, s'il fait la même chose à chacune, bah, ça va marcher un coup sur 15 peut-être. Parce qu'on Oui. est toutes différentes et lui, il peut pas deviner. Donc ça veut dire que c'est ensemble. On doit le guider, on doit mais pour ça, il faut avoir exploré notre corps. Il faut Mmh. en faire notre meilleur ami, il faut l'observer, il faut vraiment l'observer, dans les détails, il faut le caresser, il faut tout ça, il faut tester et bien sûr, comme tu l'as dit très justement, c'est que il y a des choses qu'on va découvrir toute seule et il y a des choses qu'on va découvrir ensemble parce qu'on va pas tout explorer. Tu vois? C'est un processus, continu en fait, hein, d'expérience. Ça Ouais. demande de la pratique et puis surtout la femme comme l'homme, et ben, ils évoluent, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que la femme, elle va devenir plus en plus génitale en vieillissant, tu vois. Quand elle est jeune, elle est beaucoup plus romantique et tout ça, tu vois. Et ce qui est important, c'est de savoir que la carte érotique de la femme, elle n'est pas gravée dans le marbre. Mmh. Quand tu parles de ça, ce que j'ai déjà lu, tu me confirmeras,
l'homme, la passion ou le feu intérieur d'avoir des relations sexuelles aux alentours de 20 ans versus une femme qui va être plus vers 30 ans, au niveau sexuel. Est-ce que ça fait du sens? C'est un peu ça? C'est ça rejoint ça. C'est-à-dire que, parce que la femme, en fait, plus elle va vieillir, en général, alors là, c'est des généralités, mais globalement, ce qu'on constate, parce qu'on a encore, tu vois, comme ce pan de la sexualité a été très tabou longtemps, les gens se confient pas toujours très facilement, mais ce qu'on constate, c'est que, bah, déjà, il y a un grand pourcentage de femmes qui ont leur premier orgasme autour de 30-35 ans. Vraiment, hein. Puis c'est le jour où elles l'ont qu'elles réalisent qu'elles n'en avaient pas eu avant. D'accord? Donc c'est OK. Puis peu importe, même si c'est plus tard ou si c'est avant, peu importe, parce que elles vont s'autoriser. Elles vont apprendre à connaître leur corps, à être plus. Alors maintenant, peut-être que les jeunes sont plus, entrent plus facilement en contact avec leur corps et tout ça. C'est pas parce qu'il y a la pornographie que ça les aide, hein, au contraire, parce qu'il y a des amalgames qui sont faits. Oui. Mais tu vois, donc ça demande un certain temps et il y a plusieurs sortes d'orgasmes, il y a plusieurs sortes d'intensité, tu vois? Mais du Mmh. coup, la femme, comme tu dis, elle, plus elle avance en âge, plus elle s'assume, Ouais. plus elle accepte des choses, plus elle comprend aussi, Mmh hein? mh. Parce qu'elle va avoir des expériences, parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que les hommes, hein, quand ils sont, jeunes adolescents, tout d'un coup, bah, ça leur tombe dessus, au niveau de leur, fonction sexuelle, éjaculation, orgasme, machin, tout ça. Les femmes, ça se passe pas comme ça. Les femmes, il faut apprendre, hein. C'est tout un apprentissage. Le temps, les préliminaires, mettre son cerveau à off, accepter de recevoir, le C'est accepter de prendre, donner et recevoir. yeah, ouais. Et Ouais. tu vois, c'est parce que c'est pas que donner la sexualité. C'est accepter de prendre. Et tout à l'heure, tu as dit quelque chose que je voulais relever, qui est très important, et j'ai entendu comme la manière dont tu l'as évoqué, mais je voulais le reprendre peut-être d'une autre manière. C'est-à-dire, tu parlais de, effectivement, la femme, l'objet, le corps et tout ça. Ça va loin, ça va très loin, c'est OK, on est d'accord que par contre, ce qui est important, c'est à un moment donné de changer notre perception. Quand on est dans une relation saine, là, là, je mets les voyants rouges là, hein, d'accord? Oui. Quand on est dans une relation saine, en confiance, c'est accepter que oui, mon corps, il m'appartient, mais je te l'offre Mmh mh. pour jouer. C'est un objet de plaisir. Mmh mh. Le corps de mon partenaire va me donner du plaisir, c'est entre guillemets «un objet», mais pas c'est pas péjoratif. C'est grâce à Exactement. lui, grâce à notre complicité quand et tu vois les femmes qui ont des orgasmes, qui sont plus, vaginales comme ça, on a constaté dans certaines études que justement elles ont une plus grande facilité à, hem bah, à percevoir ça comme ça, elles ont pas de problème à se dire: «Oui, je suis l'objet de mon partenaire», mais pas c'est pas du tout méprisant, c'est en gros, c'est un grand jeu d'adulte et on va se donner du plaisir ensemble Mmh mh. et elles ont aussi plus de facilité à, accepter ce qu'on va appeler dans notre jargon l'agressivité phallique. Alors évidemment, la question c'est pas d'être agressif et brutal dans la sexualité. Bon après chacun c'est mais je veux dire ce qui ce que je veux dire c'est que, tu vois, il va y avoir des gestes ou des mouvements qui vont choquer certaines femmes ou certaines façons d'attraper sa partenaire comme ça et d'autres femmes qui vont être excitées par ça Mmh mh. et c'est important de communiquer là-dessus. C'est Ouais. important d'accepter que ça soit trop difficile pour elles maintenant. Peut-être qu'un jour sera différent, mais ma foi, maintenant, c'est comme ça. Parce que c'est important d'écouter qu'est-ce que ça représente pour elle, de quoi elle a peur. Hein? Totalement, totalement. Je trouve que c'est le step à prendre entre observer ce comportement-là quand c'est péjoratif et versus accepter, assumer que toi, ça donne du plaisir quand tu le partages avec quelqu'un d'autre. Tu sais, c'est là où est-ce que les stéréotypes demandent énormément de courage à affirmer au moment sexuel quand toi, Ouais. tu as envie de vivre ça parce que tu es dans ton plein pouvoir, parce que tu prends l'entière responsabilité. Peu importe jusque ça va ou peu importe où est-ce que ça va, là, je veux dire, ça peut te laisser des marques
et que ça soit agréable, que ça a été Mais hyper oui, plaisant mais et oui, orgasmique sans bon sens, tu sais, exactement. de Ouais. déconstruire cette croyance. Ben, je sais pas comment le Mais dire, de tu d'assumer sais, le principe l'ima sur le ouais, que toi tu as envie de vivre. mais pourquoi c'est difficile? Ouais. Pourquoi c'est difficile? Parce que qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'image de la mère ou de la putain. Mmh. Excuse-moi, mais c'est ce qu'on dit dans notre, tu vois? D'accord. Et en fait, on a l'impression, mais pour qui il me prend? Hein? On a peur d'être prise pour, je sais pas, voilà, de qui on n'est pas, alors que si, on a aussi ce potentiel-là, Ça va c'est on pas veut aussi. s'amuser, tu vois? Mais c'est important d'être conscient de nos peurs. Mmh. Parce que peut-être qu'un jour, peut-être ça me titille l'idée, je sais pas, d'avoir une fessée, mais j'ose pas le dire. Pour qui va me Mmh. prendre? Et puis gna gna gna, et puis si j'aime pas, ben oui, mais si je le dis pas et si j'expérimente pas, je peux pas savoir. Totalement. Tu vois? Ça veut dire que je dois être dans un climat de confiance, Oui. hein? Et je dois aussi être dans le climat de confiance, j'ai envie de dire avant, pendant et après. Mmh. C'est-à-dire ensemble, on va expérimenter parce qu'on sait que ça va nous faire grandir. Ouais, puis comme tu l'as expliqué tantôt, c'est que là, on se réfère aussi au passé. C'est Mais quelque chose de oui! nouveau, c'est une nouvelle expérience, c'est de l'inconnu. Est-ce qu'il va me juger? Tout est là. Ouais. C'est je trouve que c'est magnifique et j'aimerais ça que tu nous parles des effets secondaires positifs sur le stress quand on vit justement cet orgasme-là, cet épanouissement-là, la notion de confiance que ça apporte aussi, la décharge émotionnelle. J'ai envie de comparer un peu, qu'on parlait tantôt où est-ce que les femmes étaient hystériques dans le temps, c'est comme quand tu te sens hystérique, vas-y, lâche-toi, laisse-toi aller, découvre ton corps jusqu'à temps que tu aies un orgasme. Ouais. Mais tu vois justement, quand on approche de l'orgasme, il y a l'hypothalamus qui produit de l'ocytocine. Mmh mh. Et l'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de l'amour. Donc j'ai envie de dire, c'est tout bénef pour nous, hein? Ouais. C'est tout bénef et notre taux de prolactine aussi qui va être, augmenté après un rapport sexuel, qui va nous permettre de ressentir du bien-être, de ressentir la satiété sexuelle. C'est aussi pour ça que, bah, les mamans qui allaitent souvent sont moins enclines à avoir des rapports sexuels parce qu'elles sont, repues quelque part, hein, avec leur taux de prolactine qui est élevé, hein. Du coup, ça, c'est vraiment important. C'est aussi pour ça que des fois les hommes, après l'orgasme, Oui, puis ils dorment parce qu'en fait, voilà, c'est l'hormone de la satiété, tu vois, la prolactine. Donc c'est vraiment important de réaliser qu'aussi tout ça, ça va construire ça va contribuer plutôt à accentuer mon bien-être dans la relation, dans qui je suis. Mais on n'a pas besoin d'aller chercher non plus à chaque fois un orgasme 5 étoiles. Mmh Ce qui est mh. important, c'est de se dire aussi que, il va y avoir des orgasmes 1 étoile, 2 étoiles, jusqu'à 5 étoiles peut-être. Mais même s'il est 1 étoile, bah, c'est toujours bon à prendre. Oui, puis je veux dire, si je partage mon expérience, des fois, c'est pas nécessairement d'avoir un orgasme, mais c'est le contact, c'est le Exact. plaisir, c'est de se découvrir, c'est juste ce Le moment slow sex. oui, c'est ça. Tu vois? Oui. Là, si quand on a, c'est fabuleux si on arrive à trouver quelqu'un qui est OK à vivre ça, il peut y avoir beaucoup d'intensité. Mais le slow sex, ça veut pas dire que c'est le sexe de papy et mamie, hein. Il peut y avoir des moments qui sont aussi un peu plus intenses à un moment donné, mais c'est être vraiment dans la présence, dans la Mmh mh. conscience de Mmh. soi, de l'autre, tu vois? Mais c'est sûr qu'en fait, l'orgasme, il va dépendre aussi de tout le climat conjugal. C'est-à-dire qu'on dit souvent que faire l'amour, ça commence le matin quand on se lève, hein. C'est pas juste, quand on se met au lit le soir, Oui, tu vois? oui, de garder Donc cette connexion-là. c'est comment toutes les petites attentions, heu, tous les mots qu'on va échanger, tous les projets qu'on va avoir,
Ça va dépendre aussi les préliminaires, c'est pas non plus qu'une fois, enfin, qu'on est dans le lit ou que voilà, non, parce que d'abord on peut faire l'amour partout, mais je veux dire, c'est tout un tas de choses. Ça peut être un regard, ça fait partie des préliminaires, Mmh. hein? Oui. Donc Oh, c'est vraiment important de réaliser que c'est un tout. L'homme, lui, il va avoir besoin, ça aussi c'est important et on le sait pas parce que comme à l'école personne nous l'apprend, mais des fois il y a des femmes qui disent: «Oh mais il est vraiment obsédé, lui, il pense qu'à ça, hein». Et oui, il a un taux de testostérone qui est hyper élevé par rapport à nous, beaucoup plus élevé. Donc c'est comme un un œnologue qui adore le vin, mais il va penser peut-être à plusieurs reprises dans la journée au vin parce que, il est connecté et puis ça les hommes, ils ont un taux de testostérone qui va être plus élevé et ils vont y penser plus facilement, plus fréquemment que nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme, il va passer par le corps pour ouvrir la porte de ses émotions. Je dis en général, hein, encore une fois, tandis que la femme, elle passe par l'émotion pour pouvoir ouvrir la porte de son corps à son partenaire. oui. Ça, c'est important de le comprendre. Comprendre ce langage-là pour que justement autant l'homme, la femme dans le couple puissent passer par la bonne porte, C'est pas se ça et puis ne communiquer. pas juger encore. Ouais. Oui, oui, On ne peut pas attendre que l'autre fonctionne exactement comme nous. du tout, du tout, du tout. On parle pas le même langage. Exactement. On parle pas le même langage personne, fait que De toute façon, ouais. c'est ça. Homme, homme, femme, femme, rendu là. Ouais. C'est comme Et puis, pour être vraiment dans ce climat de confiance, il faut déjà que moi, j'ai une confiance en moi. Ça ne veut mmh, pas dire que je suis parfaite. Ça ne veut pas dire que je suis la reine, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut dire qu'à chaque instant, je fais du mieux que je peux. J'ai de la curiosité, j'ai envie d'expérimenter, que mon corps, il est comme il est, mais que j'ai pas à le comparer avec personne. ouais, Et une grosse erreur que font les femmes, c'est qu'elles passent leur temps à dire à leur mari: «Oh là là, non, mais regarde, là, j'ai un bourrelet. Ah, mais j'ai pris 2 kilos. Oh, mais tu trouves pas que j'ai pris du ventre? Ah, puis là, j'ai une veine qui a pété là. Oh, non, mais là, je suis vraiment grosse en ce moment». Puis lui, pendant 10 ans, il dit: «Mais non, ça va, mais non, ça va». Puis jusqu'au jour où un jour, il dit: «Ah ouais, t'as raison, hein». Puis là, donc quand il dit: «Non, ça va», elle lui dit: «Tu dis n'importe quoi, nin 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 nin». Donc ouais, il se fait rouspéter et puis, au bout de 10 ans, il en a marre, puis il dit: «Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, ouais. Ouais, ouais, là, tu un bourrelet là. Ah ouais, ouais, c'est pas» et là, il se fait aussi rouspéter parce que mais en fait, on s'auto-sabote parce que l'homme, il va pas regarder la petite veine qui a pété. Il va vous regarder vous, mmh mh, comment vous rayonnez. Justement, si tu es comme ça, puis que tu te mets, sous la couette, comme ça, parce que tu veux pas qu'il voit tes bourrelets ou parce que tu veux pas telle ou telle position, parce que là, il va voir tes bourrelets. Mais même les gens qui sont anorexiques, ils ont un petit bourrelet, un petit pli de peau, là, à un moment donné, suivant comment ils sont. Et en fait, l'homme, il voit pas ça. Il nous voit dans la globalité, dans comment tu rayonnes, comment même si tu as des bourrelets, même si tu as un peu de ventre, même si tu as, des petites varicosités, mais si tu es là, tu ça, puis tu as mis de la belle lingerie ou tu joues parce que c'est ça aussi, l'homme, il adore jouer, ouais. Ce tu que vois? tu dégages, l'énergie qui provient de toi, peu importe ton corps, comment qu'il est, où est-ce que tu es, si tu te lèves le matin ou tu te couches le soir ou tu arrives de peinturer, ce que tu dégages. Mais C'est puis, ça. je veux dire, les femmes aussi, c'est la même chose. Ouais. Est-ce que tu vas garder le petit bourrelet, la vergeture ou la coupe de cheveux un peu tout croche? Non. Mmh. Tu sais, tu as envie de cette connexion-là avec cette énergie-là. C'est Je ça. veux dire, qu'il s'est pas coupé les ongles d'orteil ou que finalement il s'est pas rasé, comme on s'en fout là! C'est un humain, comme Oui, toi. Mmh. exactement. C'est Ah, ça, mais on se prend beaucoup trop au sérieux, enfin dans la vie en général pour tout. Et puis là, c'est pareil, mais en fait, quand on se prive, et puis qu'on a du mal à faire vivre ces 2 facettes de nous, tu vois? Peut-être celle qui est un peu sage, puis celle qui a envie, de se lâcher, c'est parce qu'on a nos perceptions, notre petit narratif là, notre petite histoire là qui fait que je me dis: «Oui, mais alors si je fais ça, ça veut dire que ça». Stop! Ta vie, tu sais pas quand est-ce qu'elle s'arrête, hein.
Mhm. Tu sais pas jusqu'à quand tu vas pouvoir prendre du plaisir. Tu sais pas jusqu'à quand tu vas profiter de tes amis. Tu sais pas jusqu'à... Bon, alors là, on revient à la sexualité. Et si je profitais maintenant? Parce qu'en fait, je sais pas jusqu'à quand je vais pouvoir en profiter Mhm. pleinement. Et ça, c'est aussi ma responsabilité. Oui, oui. Mais il faut comprendre aussi quelque chose qui est... Je suis un peu bavarde, hein, mais il y a des Ça fait plaisir, femmes, moi, que tu sois bavarde. il y a des femmes il y a des gens qui vivent sans sexualité, c'est OK, hein, c'est pas une obligation. C'est juste que si parce qu'on a des freins et tout ça, voilà, c'est important d'avoir certaines informations. Mais il y a des femmes, un de mes formateurs disait, il y en a qui jouent en première division et d'autres en cinquième division ou quatrième division. Mhm. Ça veut dire il y en a qui vont aimer la sexualité et d'autres qui vont pas l'aimer. Ou beaucoup moins, hein, qui vont faire ça vite fait, bien fait, enfin moyennement bien fait, enfin tu vois. Et ça va être difficile si je suis dans un couple où j'ai un partenaire, un des deux partenaires qui aime beaucoup la sexualité et l'homme et l'autre qui n'aime pas la sexualité. Ce qui est un problème, c'est parce que dans la séduction, la femme, bon l'homme aussi, mais sur un autre point, la Mhm. femme, elle se rend beaucoup plus disponible sexuellement. Tu vois? Elle se rend beaucoup plus disponible. Et après, bah, une fois que la situation elle est un peu stable, rassurante, eh bien, elle est moins intéressée. Et là, l'homme, il a l'impression de s'être fait arnaquer, quoi. Qu'elle assume pas, qu'elle assure pas son engagement. Et ça, c'est difficile. Le Et l'homme, désir, hein? le désir, tu sais, de se sentir désiré, l'offre et la demande, j'ai envie de dire. C'est comme, je vends Oui, un produit, je le mets en avant, puis mon produit, c'est moi. Mais là, quand il est acheté, tu mets sa tablette. C'est comme mais c'est ça. analogie, Si tu te sens j'ai pas désiré, ben, si tu ne te sens pas désiré, c'est souvent une raison des gens qui vont voir ailleurs, des fois, parce que ils vont se sentir désirés par quelqu'un d'autre, quoi. Ils vont se sentir exister. Et ça, on le sait, quoi, hein, c'est comme ça. Ou alors, ben, l'homme qui a plus de rapport sexuel à la maison, ben, qui va en chercher à l'extérieur parce qu'il a besoin, alors tout le monde ne le fait pas, mais il a besoin de satisfaire ça. Après, je dis pas du tout que c'est ce qu'il faut faire parce qu'il y a un travail, on peut hein, comprendre et voir comment on va faire, mais c'est souvent ce qui pousse les gens à ça. Hein. C'est parce que j'ai pas. Mais quand on sait que la femme est beaucoup plus disponible sexuellement pendant la période de séduction et qu'après ça se calme, ça ne veut pas dire qu'on doit se dire oh, ben, ça y est, c'est fichu maintenant pour les 50 prochaines années. Non, c'est on va aller voir comment nourrir ça et qu'est-ce qui faisait Mhm. qu'avant elle était plus disponible et comment on peut faire. Peut-être que là, elle a plus de charges, il y a les enfants, il y a tout ça, mais on va revoir la répartition des charges. Hein. Mais l'homme, lui, pendant la phase de séduction, il est beaucoup plus bavard. Ah là, il accepte d'écouter madame, il accepte de discuter, puis après, il s'enferme dans sa grotte une fois qu'il est dans la maison, il s'enferme dans sa grotte, puis il n'a plus rien à dire. C'est Mhm. très caricatural. Mais en fait, c'est quand même un peu ça qu'on retrouve souvent. De trouver des moyens pour rallumer cette flamme-là, C'est ça. de jouer, comme tu disais, je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, vraiment, vraiment. Véronique, j'aimerais ça que tu reviennes. J'étais en train de me le dire. Oh oui, vraiment. Parce que j'ai adoré notre conversation. Puis je le sais que c'est comme, j'ai l'impression que c'est juste la pointe de tout ce qu'on pourrait parler ensemble. Parce que j'adore ça. Ouais. Merci tellement pour Merci à toi. ta présence, ton partage, ton énergie. Vraiment, là, je t'adore. J'ai hâte d'aller te voir de l'autre côté de Ah l'océan. oui! De l'autre côté de la Bah gouille, on alors là, dit. la gouille, ah oui! Quelle gouille! Mais en tout cas, ça serait super, ça serait génial. Et moi, si je vais de l'autre côté aussi, je te ferai Oui. signe. Oui. Mais j'ai eu énormément de plaisir. On a pris un certain temps là, mais c'était vraiment. Et je me disais, ah non, mais on va jamais avoir tout le temps de se dire. Oh En oui, fait qu'on n'aura pas le choix. On va faire un autre épisode si tout c'est cas, pas j'espère qu'il y aura eu certains points qui pourront éclairer les personnes qui écouteront. totalement.
je Mmh. suis certaine que